Aujourd'hui, à Jeanne Culture, on plonge dans l'univers industriel. On rencontre un tailleur de pierre à Saint-Marc-des-Carrières et on va au Domaine Hébert à Deschambault. Sylvain Naud, un tailleur de pierre à Saint-Marc-des-Carrières. Ouais. On est pas mal thématique parce que, quand même, c'est la ville des Carrières ici à Saint-Marc, mais il en reste plus beaucoup. Non. Des tailleurs de pierre, un des derniers. Puis là, ben, pas nécessairement, mais là, il y a une différence. Tailleur de pierre puis sculpteur. Ouais. Fait que tous des tailleurs de pierre. Moi, j'ai taillé de la pierre, fait des maisons, puis tout ça, puis je me débrouille. Disons que je suis apprenti dans la sculpture parce que mon métier m'a emmené plus dans des ouvrages de pierre là, de construction. Un peu comme la façade ici, puis plus compliqué, puis moins compliqué. Admettons, je connais la pierre. Puis ça serait une sculpture, par exemple. Puis c'est pas toi qui l'as fait. Non, ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Ça, c'est une réparation. C'est une réparation parce que... Puis ton père, là, bon, père en fils, c'est souvent comme ça, les métiers traditionnels. Vincent Naud, tu as racheté la compagnie de ton père. C'est ça. Lui, est-ce qu'il était tailleur ou il était sculpteur? Bien, il a commencé de tailleur, après ça, il était sculpteur. À l'Université Laval, au pavillon de la foresterie, il y a une grosse madame en avant de la porte. Là. OK. Fait que dans le temps, quand il était apprenti, il a taillé ça avec un tailleur de pierre qui est devenu directeur des Beaux-Arts. Puis son père, lui, faisait des petits visages dans le côté. Fait que lui, il a travaillé avec son père. Fait que mon père était tailleur de pierre, mes deux grands-pères étaient tailleurs de pierre, puis ça a l'air que j'ai un arrière là, qui tapochait de la pierre aussi. Ça remonte pas mal. Oui. Puis est-ce que la génération se termine à toi? Tu as pu passer là? Non, ça se termine aussi? Non, malheureusement. Oui, c'est ça. Hein? C'est des métiers qui sont quand même en grosse perte d'expertise. C'est pour ça que c'est le fun de se voir aujourd'hui, parce que tu es encore en forme malgré la retraite. Oui. Ça continue à taper de la pierre. La retraite, le monde... Moi, je suis pas en retraite. C'est juste que j'ai changé mes activités. Ah, c'est ça. Parce que j'aime ça. 20 ans plus jeune, je reprendrais des plus gros contrats puis tout ça. Là. Ouais. Mais là, je n'ai pas le choix. À un moment donné, quand on regarde le compteur avancé, on se dit si on veut faire d'autres choses, ben, c'est ça. Mais vraiment... C'est comme que je disais à quelqu'un, j'ai jamais eu l'impression d'avoir travaillé. Premièrement, j'ai travaillé avec mon père jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite. Ouais. Après ça, mon père était tout le temps présent dans un job compliqué. Il m'expliquait, surtout en pierre, comment procéder. Puis il me donnait, surtout qu'on faisait, quand on restaurait les écluses du canal de la Chine, il m'expliquait un peu comment ça se passait dans les carrières pour trimer les pierres et tout ça. Fait qu'il me donnait des conseils. Fait qu'on utilisait des vieilles méthodes dans les écluses. Canal de la Chine, puis à Chambly. On peut pas aller à l'école comme tailleur de pierre. Là. Toi, tu l'as appris vraiment avec ton père. Est-ce qu'on arrête d'apprendre ou c'est toute ta vie, quand tu étais avec lui, tu as comme perfectionné? C'était toute ta vie. Puis mon père, c'était le genre de... Un professeur, tu le regardais travailler, puis ça suffisait. C'était pas un professeur, mais tu sais, regarde-moi à l'œil, puis c'est de même tu fais ça, puis point final. Fait que tu le regardais, puis là, tu le copiais, entre guillemets. Là, fait que... Tu te fais ça ses mains de temps en temps. Fait que là, il t'avait dit 3 ou 4 fois comment pas te faire ça ses mains. Ça doit faire mal. La 4e fois, ben, il riait. Il dit, regarde, tu vas apprendre. Mais t'as assez mal, tu vas arrêter. Puis là, ce qui est le fun, c'est que tu as tous ici les outils à ton père, peut-être même quoi à ton arrière-grand-père. Mon grand-père, puis après ça, ben là, le suivi est pas dessus. Le suivi est difficile, là, mais c'est ça, c'est qu'en fait, ces outils-là, c'est bon. Je veux dire, plein de générations, ça veut dire que ça passe pas date. C'est les mêmes outils qu'utilisait ton père, que ton grand-père. C'est des méthodes qui ont comme pas changé malgré les technologies, si je comprends bien. Tu as un peu dans la carrière comme Technoprofil, ils ont des machines qui font quasiment ça. Ouais. Mais
Tu regardes une sculpture qui est faite par une machine ou un morceau, il y a de quoi d'impersonnel dedans. Tu as travaillé sur, comme tu dis, en construction, en fait. Des maisons, des édifices patrimoniaux, j'imagine, aussi. Oui. Puis c'est très drôle parce que l'extérieur du bâtiment ici, construit pour la retraite, est comme un peu une exposition de tous les projets que tu as fait, parce que tu es un peu un collectionneur de pierres, je comprends. Oui. Oui, c'est ça. J'avais de la misère à acheter une pierre. De la brique, j'en ai acheté des 10 roues complètes et des restants de briques, tout ça, mais de la pierre, c'est tout le temps bon, là. Ici, j'approchais ma pierre, puis à un moment donné, je regardais, je travaillais, puis je fais ça de même, pelle, je la pose là, puis ça a tout le temps une vie, là. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui te fait triper dans cette matière-là, la pierre? C'est le son, la senteur. OK. Ouais. Quand tu tailles une pierre, c'est... Tu sais, mon père m'a expliqué, quand tu as une fissure sur une pierre, tu mets ton doigt et tu fais ça à la pierre, tu vas sentir la fissure sur le bout de ton doigt. Fait que tu vas savoir si la fissure est bonne ou pas bonne. Je voyais mon père tailler dans son garage, puis rien qu'avec le son, à un moment donné, il arrêtait de tailler. Je dis, pourquoi t'arrêtes? Cette pierre-là n'est pas bonne. OK. Elle n'est pas bonne. Ah ouais. Fait que là, il me montrait, il dit, regarde, le son, il change. Là. Fait que... Wow. Puis la senteur, mon père, quand il taillait, puis il rentrait dans la maison, il disait tout le temps à ma mère, il y avait une chienne pour travailler. Fait qu'il disait, regarde comment ça sent bon. Puis il y a des pierres que tu peux travailler dans les deux sens. Puis il y a des pierres que vraiment, c'est un côté, OK, ça va, mais de l'autre côté, le meilleur job, c'est quand quelqu'un le regarde, puis il dit, il sait pas si. Ça paraît pas, Ça paraît pas, c'est ça. Merci beaucoup, Sylvain. Charles Lagagnière possède plusieurs commerces, dont une beurrerie à Grondines. En 1928, il la loue à la Coopérative fédérée de Québec qui souhaite exporter vers les États-Unis. La crise économique des années 1930 brise leur projet. En 1933, Lagagnière vend ce qui lui reste de l'entreprise. En 1944, Daniel Thibault achète le bâtiment et y installe une fromagerie-beurrerie où il développe un nouveau produit qu'il nomme le spread de table, fait à partir de gras de lard. Il se lance ensuite dans la fabrication de margarine, malgré ses démêlés avec le gouvernement de l'époque. Il poursuit son élan en construisant en 1955 le restaurant La Petite Vache, juste à côté. Toujours aussi visionnaire, Thibault propose des repas de type buffet. En 1968, il ferme ce restaurant pour en ouvrir un deuxième dans le vieux moulin du faubourg de Grondines. Il offre des repas traditionnels dans un décor rustique avec des employés portant des costumes d'époque. Une fois de plus, c'est un succès. Repris en 1984 par Louise Giroux, il ferme ses portes en 1997. Daniel Thibault est de ceux à qui l'on doit l'existence de la margarine Thibault, le seul fabricant de margarine et tartinade au Québec. Christian Hébert, propriétaire d'un domaine magnifique ici à Deschambault. Tu fais du cidre, mais toutes sortes d'affaires aussi. Le seul producteur de cidre de la région. Plein de produits transformés, mais oui, notre principale production, c'est le cidre. Hein. Toi, tu fais ça depuis un certain temps. Explique-moi un peu comment tu as eu cette idée-là de dire hey, « je me lance là-dedans ». C'est notre 15e anniversaire, justement, ce mois-ci. Hein. J'ai démarré la ferme en 2010. C'est vraiment un démarrage. Ouais. La terre était à l'abandon depuis 1978. Fait qu'on a bûché les arbres, la friche qu'il y avait là. On a dessouché, remis en culture, faire des engrais verts, nettoyer les fossés. Il n'y avait pas de pommes, là? Ah, il n'y avait rien du tout. C'était de la terre à l'abandon. Okay. Hein. Fait qu'on a implanté le verger, de la framboise jaune, de la framboise rouge, de la gadelle rouge, de la gadelle rose, du cassis, de la casseille, un hybride du cassis et du groseillier. On a aussi un petit rucher. Puis tout ça pour produire les meilleurs alcools au Québec. Je pense que mon plus lointain souvenir, j'avais 5 ans puis je voulais suivre les traces de Louis Hébert. À 12 ans, ma mère m'envoyait travailler chez une de ses amies qui avait une framboisière. Je suis tombé en amour avec les petits fruits. Et dès l'âge de 16 ans, quand je suis rentré au collège militaire, j'ai fait 12 ans de service dans les forces. J'avais cette idée-là de démarrer mon entreprise à la base dans les petits fruits.
c'est ajouter la pomme, puis ensuite les produits transformés, dont l'alcool. Ouais. Dès ma première paye à 16 ans au fédéral, j'en ai placé la moitié. J'ai fait ça systématiquement pendant 12 ans, qui a fait que rendu à 30 ans, j'avais les sous pour le démarrage de mon entreprise. Aïe, c'est super impressionnant. Puis là, en plus, bon, on voit, on est dans l'entrepôt aussi, où se passe la transformation des petits fruits en alcool. Oui. Tu développes plein de choses. Il y a un mocktail, il y a un cidre, il y a éventuellement... les tendances de consommation changent. Puis on le voit, là, toute une nouvelle génération dans la vingtaine qui consomme moins d'alcool. On s'est adapté, puis on fait maintenant là, des prêts à boire, des mocktails, des cocktails sans alcool, mais qui se veulent aussi santé. Hein, parce que c'est plus dur faire un sans-alcool que faire du cidre avec de l'alcool, parce que l'alcool, c'est aussi l'agent de conservation. Fait que maintenant, faire un sans-alcool où tu ne veux pas toute une liste d'ingrédients, des sulfites, des sorbates de potassium, des acides de ci, etc. Hein? Mais on doit contrôler parfaitement les procédés, puis c'est justement ce qu'on fait. Hein? On contrôle tout, puis on arrive avec uniquement là, le fruit le plus frais dans nos produits. Les gens aiment ça. Et ce que vous voyez au dos de moi, c'est notre nouveau projet, une idée qui nous est venue pendant la pandémie. Hein? Comment on pouvait valoriser tous les résidus de transformation de la cidrerie. Parce que ce soit les cidres ou les sans-alcool ou notre brute méthode traditionnelle qui est disponible en SEQ, hein, pour faire ces produits-là, ils ne sont pas filtrés. Il n'y a pas d'agent de filtration chimique dedans. Qu'on doit presser délicatement nos fruits, on a un pourcentage d'extraction d'environ 55 %. 1 kilo donne 550 millilitres de jus. Ce qui fait que quand on vide le pressoir, le mort est encore imbibé de jus. Mais quelle perte avoir mis tellement d'énergie à sortir le fruit du champ, puis le perdre, puis le retourner jusqu'au engrais. Je dis, comment on peut valoriser ça? Alors, on fait une grosse soupe. Hein? Tous nos résidus de pressage, le fond des fûts de chêne qu'on transvide le cidre. On fait une grosse soupe, un alcool d'un peu plus faible qualité. Normalement, nos cidres, c'est environ 7 % d'alcool, mais là, ça va nous donner un alcool à 4,5 % qu'on met dans la bouilloire. Hein? Puis avec ça, on va faire des spiritueux. Avec la colonne de 5 plateaux, on fait des eaux de vie de framboise, eau de vie de gadelle, eau de vie de pomme, qu'en faisant vieillir en fût de chêne, ça devient du brandy. Et les têtes et les queues, les déchets de cette deuxième distillation-là qu'on fait, on les conserve, puis quand on en a suffisamment, on les retourne dans la bouilloire. Et cette fois-ci, ça va passer par notre grande colonne à vodka, 20 plateaux, 24 pieds de haut par procédé de séparation. On va être capable de séparer l'éthanol des autres contaminants et on produit notre propre alcool neutre. Alors qu'on a vu dans les dernières années au Québec des micro-distilleries pousser un peu partout qui importent l'alcool de l'Ontario pour l'aromatiser, nous autres, on est nés producteurs. C'est une production artisanale. Tous les fruits doivent venir de nos champs, mais ça fait qu'on a à la ferme une première transformation, une deuxième et une troisième. Hein. Fait que vraiment, on réutilise tout. Et avec cet alcool neutre-là, on a deux choix. Soit la diluer avec de l'eau, la ramener à 40 % puis ça fait de la vodka. Mais ça, il y a déjà beaucoup de producteurs de ça. Tandis que nous autres, on prend les derniers fruits de la fin de la saison. Ceux qui ont commencé, les fruits moches, hein, qui ont commencé à avoir peut-être un peu de moisi dessus, qui ont des défauts, on les laisse macérer dans des cuves où on rajoute l'alcool neutre dessus. On l'oublie pendant des mois. Puis pendant notre période morte, en janvier-février, on les presse et on fait crème de framboise, crème de gadelle, crème de cassis. Fait qu'il n'y a vraiment aucune perte. Même le résidu, le déchet de la bouilloire, on l'envoie à un de nos voisins pour l'alimentation des bovins de boucherie. Hein. Et on prend ces fumiers qu'on fait composter, qu'on retourne en engrais au champ. Fait une belle économie circulaire dans laquelle on a embarqué des procédés d'automatisation. Fait que toute la distillation ici, c'est automatisé. Et on est en train d'automatiser et de robotiser aussi du secteur de la méthode traditionnelle pour plus jamais être en rupture de stock de nos excellents produits. C'est hyper impressionnant, Christian. C'est pas les idées qui manquent. Merci pour cette visite fascinante de ton entreprise. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup.